Bonjour! Alors, bienvenue dans un nouveau vlog livresque et j'ouvre le tout en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Alors, ben voilà, hein. En plus c'est ensoleillé, on a une belle journée pour s'ouvrir les horizons et laisser tomber les œillères et prendre conscience et décider d'en faire notre affaire, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, on commence tout ça. Cette semaine, est-ce que j'ai des projets particuliers de lecture? Mis à part poursuivre mon fameux Mars au féminin, qui est propulsé par Flow & Books depuis quelques années. J'ai une pile à lire officielle et une pile à lire, ben pas une pile à lire officielle, mais des lectures spontanées que je me permets dans le cadre de ça, qui ne se rendent pas dans aucune des contraintes qui étaient proposées, mais qui sont en fait des plumes féminines. Donc, si jamais vous voulez en apprendre un peu plus, je mets plus de, pas de compte rendu, mais le suivi un peu de mes lectures se fait plus sur Instagram. Mais vous allez les voir de toute façon au fur et à mesure de ce vlog-ci. J'ai envie de lire plein de livres, mais je ne sais pas si on va les lire cette semaine. Donc, on va voir. J'avais dans ma pile à lire officielle le fameux Firekeeper's Daughter de Angelina Boulay, que j'ai depuis super longtemps dans la bibliothèque à lire, que je veux lire, que je trouve super inspirant, mais qu'on dirait qu'à chaque fois, je suis freinée. Là, j'ai réussi à le trouver aussi en audio, donc je vais peut-être me lancer là-dedans sans attendre, même si ça va m'avoir fait enchaîner plusieurs lectures remuantes dans des contextes de communauté un peu plus fermés, entre guillemets. Donc, dans mon vlog précédent, j'ai entre autres lu Myriam Taze qui se passe dans une communauté ménonite. Donc là, je ne sais pas trop si je vais avoir l'état pour recevoir ça, le Firekeeper's Daughter, mais on est quand même plus dans un thriller quand même, avec un personnage féminin fort. Ça se passe dans une réserve autochtone aux États-Unis. Je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est Anishinaabe, mais je suis pas certaine. Je vais vous mettre, si je me trompe toujours, pour le nom de la nation. Et il va y avoir vraiment une enquête concernant justement potentiellement l'arrivée d'une drogue qui est vraiment dangereuse et la décision de l'héroïne de s'impliquer pour essayer de faire changer les choses. Et ça a un rapport avec le FBI, mais ça a aussi un rapport surtout à s'assurer d'un peu sauver sa communauté. Donc, il y aura peut-être celui-là que j'aurais envie de lire. Sinon, j'en ai plein d'autres que je pourrais découvrir. Je sais pas trop. Dans ma pile officielle ou officieuse, je viens d'écouter le vlog livresque de Petite Lectrice. Puis là, on est dans un autre univers complètement, mais elle nous proposait, c'est The Jane Austen Society de Natalie Jenner. Et on est vraiment plus dans la légèreté, là, absolument. Mais sauf que c'est juste que elle a dit que ça lui faisait penser au cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Annie Burroughs et je me souviens jamais, c'est un duo. Et cette ambiance-là, j'avais tellement envie de la retrouver éventuellement dans un autre roman depuis des années que là, je me sens comme un peu, j'aurais comme envie quand même de lire. Ça me permettrait peut-être un peu de souffler parce que j'enchaîne vraiment des lectures qui sont remuantes, qui sont nécessaires, qui sont bien faites, qui sont bien tournées, que je suis contente de lire, mais qui sont super remuantes. Peut-être que ça me permettrait de faire un saut ailleurs. Donc, on est vraiment dans, après la Seconde Guerre mondiale, à Chawton, qui est l'endroit, dans le fond, où Jane Austen a terminé ses jours, donc à Chawton Cottage. Puis, on va retrouver, dans le fond, des gens qui sont soit des descendants un peu des Austen ou des gens qui sont des fans de Jane Austen. Et il va y avoir une histoire, je pense, de un petit peu sauver le patrimoine de Jane Austen parce qu'il y a comme une petite problématique et tout. Ainsi que l'échange, évidemment, des amours littéraires liés à Jane Austen. Donc, bon, on est vraiment dans autre chose, mais j'aimerais peut-être ça l'essayer. J'avais peur, ça fait longtemps que je l'ai vu passer. Je me suis dit, est-ce que c'est trop comme une romance boboche? Mais là, si Petite Lectrice nous dit que ça évoque pour elle ce qu'elle a ressenti dans le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, je pense quand même que c'est quelque chose que j'aimerais peut-être oser. Donc, on va voir. Anyway, c'est une plume féminine, donc elle serait peut-être dans mes lectures spontanées pour le Mars au féminin. Puis sinon, j'en ai plein d'autres dans le fond que je pourrais commencer, donc je vous en parlerai, je vous en dirai plus au fur et à mesure de la semaine. Ça ne sert à rien que je vous promette que je vais faire des lectures. Mais déjà, si je lisais Firekeeper's Daughter, ce que je serais vraiment heureuse parce que jusqu'à maintenant, les livres que j'ai lus, dans ce cas la semaine, dans le vlog dernier, puis cette semaine, ce seraient des livres que ça fait longtemps qu'ils sont dans ma bibliothèque à lire et que j'ose pas découvrir alors que je sais pertinemment que ça va être intéressant puis ça va me plaire. Puis jusqu'à maintenant, à toutes les fois que j'ai osé dans ces livres-là depuis la semaine dernière, j'ai été complètement séduite par ce que j'ai lu, ce que j'ai reçu. Donc, j'aimerais ça pouvoir le lire, Firekeeper's Daughter, parce que je pense que si je ne lis pas cette fois-ci, je ne vais pas le laisser dans ma bibliothèque à lire, ça ne sert à rien, je vais toujours le laisser là, puis Bon, alors je pense que je vais peut-être juste tout simplement me lancer dans la lecture audio
commencer ça, voir si j'accroche ou pas, puis ensuite, ben, je poursuivrai en livre papier au besoin. Et puis peut-être que j'aimerais ça lire Créature primordiale de Tassa Trifiatis Tesgel. Il n'est pas en livre audio, mais c'est une petite plaquette papier. Ça pourrait être ma deuxième lecture de ma pile à lire officielle du Marceau féminin cette semaine. Ça me permettra d'avoir une lecture papier aussi. Donc c'est ça. Ben voilà, j'arrête de discourir dans tous les sens. Et puis, ben écoutez, on va commencer ça. On va commencer avec le sourire, ce fameux vlog livresque-là. Alors, allez, on lance ça! Alors, je vous prends en ce dimanche enneigé. Moi, j'aime vraiment ça, la neige. Et là, j'étais vraiment contente que ça soit le retour de l'hiver temporaire ce matin. J'étais bien excitée, comme vous avez pu voir. Mais je ne vous reprends pas pour ça. Je vous reprends parce que, bien entendu, je vous ai juste introduit le vlog, mais je ne suis pas vraiment revenue après. J'ai décidé de me lancer, comme prévu, finalement, dans ma lecture de Firekeeper's Daughter d'Angeline Boulet. Je le lis en version originale chez Henry Holt, mais en français, c'est Une dose de rage. Je me souviens pas si dans ce vlog-ci, je vous en ai parlé, puis j'ai trouvé que souvent les quatrièmes de couverture étaient un petit peu trop révélatrices, mais j'ai trouvé, dans le fond, le résumé de l'éditeur francophone pour l'Amérique du Nord, puis je trouvais qu'il était pas mal, donc je vais vous le lire. Mais avant ça, je vais juste vous dire que ce livre-là, c'est un livre qu'on appelle Own Voice, parce que, en fait, l'autrice Angeline Boulet est une Anishinaabe qui est un peuple autochtone de la famille linguistique et culturelle algonquienne et qui habite la région des Grands Lacs. Je cite ici le site de l'éditeur Les Éditions Petit Homme. Et dans le fond, sa communauté est à Sault-Sainte-Marie, mais au Michigan. Vous savez que Sault-Sainte-Marie est en partie aux États-Unis puis en partie au Canada. Et dans le fond, le personnage principal et le contexte de ce roman-là, ça se passe à Sault-Sainte-Marie. Dans une communauté qui est là. Et il parle, en fait, c'est une communauté Ojibwe, mais qui parle l'Anishinaabe-Wan, je pense. Peut-être que je me trompe. Bref, c'est pour ça que je me mélange toujours entre Anishinaabe et Ojibwe. On dirait que là, il y a comme une petite subtilité, dans le fond, au niveau des nations versus des langues que je perçois peut-être pas. Mais sachez que c'est ça, cette autrice-là, dans le fond, parle d'une réalité qu'elle a vécue elle-même, dans le sens la communauté. L'histoire, ça semble être une fiction, n'est-ce pas? Alors voilà, petit point fait. Et pour information aussi, pour peut-être les auditeurs qui regardent cette vidéo-là en Europe, sachez que je vois beaucoup de gens sur BookTube, en fait, surtout en France, qui aiment beaucoup, évidemment, les auteurs et les autrices des Premières Nations en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Et sachez, par contre, souvent le terme qui est quand même utilisé, même encore en 2024, en France, que j'ai entendu le plus souvent, c'est indien ou amérindien. Juste petite note d'information, parce que des fois, c'est plus par manque d'information peut-être, mais au Canada et aux États-Unis, mais particulièrement au Canada, on est depuis quelques années dans un processus de tentative de réconciliation avec les Premières Nations parce que dans le passé, dans le fond, le gouvernement fédéral a fait des actions qui étaient vraiment terribles par rapport aux Premières Nations, c'est-à-dire qu'ils ont un peu essayé, ils ont essayé de les intégrer de force, entre autres avec les pensionnats autochtones qui étaient
un principe d'assimilation forcée en enlevant les enfants à leurs parents dans leur communauté et en les forçant à être éduqués par des religieux qui leur interdisaient de parler leur langue maternelle, puis il y avait aussi beaucoup de mauvais traitements. Donc, sachez que ça, c'est un peu le contexte qu'il y a eu dans le passé au Canada et même pas passé très loin, parce que même, je pense que les années passées là, si je me souviens bien, à moins que je sois dans le champ, il me semble qu'il avait fermé comme à la fin des années 90, fait que c'est vraiment récent. Puis pour des actes aussi horribles, c'est effrayant de penser que c'était encore présent sur nos territoires. Alors que les Premières Nations, c'est bien entendu les premières personnes qui habitaient le Canada. Là. Nous, on est arrivés là, mais il y avait des gens qui habitaient là. Donc ça, c'est le contexte. Puis depuis quelques années, il y a beaucoup d'efforts qui essaient d'être faits des deux côtés, dans les deux parties, d'essayer de lancer la communication, relancer le dialogue malgré tout ce qui s'est passé. Il y a même eu le pape qui a demandé pardon parce que c'était lié à la religion catholique, bien entendu, parce qu'il y avait aussi un côté qui était d'assimilation religieuse, spirituelle, entre guillemets, parce que c'était la religion catholique. Et en ce moment, en tout cas au Canada, pour les États-Unis, je m'y connais moins, mais j'ai regardé en anglais, puis ça semble être plus, eux autres, ils disent, on dirait qu'ils disent plus... je ne sais pas s'ils disent plus autochtone aux États-Unis, mais je sais qu'au Canada, veuillez noter qu'on utilise vraiment le mot soit autochtone ou Première Nation, ou encore mieux, le nom de la nation qui est utilisé, en fait, dont on parle quand on parle, en fait, dans un roman et tout ça. Et d'utiliser le terme indien et amérindien, c'est quelque chose de très agressant, c'est quelque chose qui est associé à toutes les agressions et les comportements négatifs des dernières années, parce qu'on traitait les Premières Nations d'Indiens, de sauvages, c'était associé à des traitements terribles. Donc, juste pour information, quand on utilise ce terme-là, en tout cas pour le Canada puis les États-Unis, c'est vraiment insultant. Donc, juste, des fois peut-être, je sais pas, maintenant que vous le savez, peut-être juste faire plus attention parce que il y a encore beaucoup d'éditeurs européens que dans leur titre, il y a encore le mot indien. Le mot indien est utilisé des fois par les peuples eux-mêmes, donc par les Premières Nations. Dans certains cas, eux autres même vont s'appeler indiens entre eux. Mais c'est pas quelque chose que des gens comme nous autres, dans le fond, quelqu'un qui n'est pas des Premières Nations, en tout cas du Canada et des États-Unis, qu'on peut utiliser parce que c'est quelque chose qui est vraiment insultant puis qui réfère à des traitements terribles. Donc, voilà. Donc, point d'information, j'en suis dans l'univers. Peut-être que ça concerne personne qui regarde cette chaîne-ci, mais sachez que des fois, l'information, c'est intéressant de la diffuser. Donc, si jamais ça ne vous concerne pas, mais qu'il y a des gens que vous connaissez qui utilisent ça, peut-être juste les inviter à s'informer. Tout simplement, même à la limite, je pense que sur le site du gouvernement du Canada, c'est sûr qu'il y a quelque chose sur les Premières Nations. Donc, juste faire attention. Des fois, quand on ne connaît pas nécessairement la réalité, on ne connaît pas nécessairement l'impact des termes qu'on utilise puisque ça peut générer. Mais là, ici, c'est un enjeu. C'est pas une frilosité, c'est un enjeu majeur. C'est lié à un contexte, peut-être pas de génocide, mais presque, en fond, qui a été mis en place qui a eu lieu, dans le fond, dans les dernières centaines d'années au Canada puis aux États-Unis. Puis donc, il faut vraiment faire attention parce qu'on était, nous autres, le peuple oppresseur, le peuple caucasien, disons, qui arrivait en Amérique du Nord. Donc, raison de plus. Mais de toute façon, ne serait-ce que pour mieux connaître les communautés et tout ça. Par exemple, je sais que l'auteur Michel Jean commence à être pas mal lu en France, entre autres. Et bien, voyez-vous, Michel Jean fait partie d'une communauté en tant que telle, avec un autre communauté, avec aussi, dans le fond, des Premières Nations et tout. Donc, c'est sûr que mettons, par exemple, dire de Michel Jean que c'est un Indien, même si c'est pour un terme qui peut partir d'une forte bienveillance quand on le dit parce qu'on est ignorant de la situation, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment souhaitable. Je prends donc le temps de un petit peu en parler. Malgré tout, j'ai pas toutes les informations. Ça se peut que même moi, quand j'en ai parlé, j'ai pas dit les choses exactement. Donc, n'hésitez pas si jamais il y a des gens qui regardent la chaîne qui sont issus des Premières Nations puis que j'ai dit n'importe quoi, n'hésitez pas à me contacter en privé ou à le mettre en commentaire. Mais tout ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut juste rester toujours conscient parce que ici, ça crée vraiment un enjeu. C'est un enjeu majeur dont il faut tenir compte quand on en parle. Wow! Grosse boucle, mais importante, je pense. Donc, la lecture que j'ai, une lecture qu'on appelle Own Voice. Donc, c'est quelqu'un qui est issu, dans le fond, de la nation Anishinaabe et qui est sur la réserve Ojibwe de Sault-Sainte-Marie
qui a grandi là, puis son histoire se passe là. Alors, je vous lis tout de suite la 4e de couverture. Danis, 18 ans, vit sur la réserve Ojibwe de Sault-Ste-Marie dans le Michigan. Blanche par sa mère, autochtone par son père, elle n'a jamais vraiment trouvé sa place et rêve d'un nouveau départ à l'université. Mais un soir de fin d'été, son monde s'écroule. Sa meilleure amie, Lily, est assassinée sous ses yeux. Et Jamie, le nouvel élève du lycée, dont Danis s'était rapproché, lui révèle qu'il est en fait quelqu'un d'autre. Je vais arrêter là. Non, je vais être obligée de vous le dire. Qu'il est en fait un agent fédéral sous couverture chargé d'enquêter sur le trafic d'une nouvelle drogue mortelle. En quête de justice pour son ami et pour protéger sa communauté, Danis accepte de devenir informatrice du FBI. Elle plonge ainsi dans le mensonge pour mieux mettre à jour la vérité. Alors, ça en dit quand même beaucoup, mais ça en dit moins que la plupart des 4e de couverture. Cela dit, dès le départ, on comprend quand même bien ce qui se passe. Donc voilà, on va suivre Danis. Et on est ici sur ce qui s'apparente à une enquête policière. Un genre de thriller enquête policière, mais young adult. Donc, le personnage a 18 ans, mais on est vraiment plus dans des préoccupations qui sont vraiment young adult, donc passage à l'âge adulte. Par contre, dans un contexte particulier, justement, de la réserve Ojibwe, donc évidemment, c'est un contexte qui est différent. C'est une réserve qui a un contexte qui lui a été imposé aussi par le gouvernement en place. Et en plus, le personnage principal, ce qui est intéressant, c'est que c'est une métisse. Donc, elle a une maman non autochtone et un papa autochtone. Et au sein même de la réserve, ça crée un problème parce que comme son père n'a pas reconnu sa naissance, elle n'est pas considérée comme faisant partie de la tribu. Donc, ça fait partie aussi de tout ce qui est... comme ça a été gros réglementé, entre guillemets, il y a certains privilèges qui ont été mis en place pour essayer de tenter de réparer un peu les inégalités qui sont faites depuis des années. Donc, on essaie de donner un peu, des fois, il y a des privilèges au niveau des revenus pour les terres qui ont été prises sans la permission, dans le fond, des nations qui les habitaient, par les gouvernements. Et il y a des redevances et tout ça. Puis souvent, pour ça, il faut avoir un statut, dans le fond, d'Autochtone. Et dans ce cas-ci, Danis n'arrive pas à en avoir un pour cette raison-là. Mais l'accent va vraiment être mis sur, évidemment, l'enquête, sur un enchaînement de deuil sur deuil sur deuil que Danis va vivre et également un éveil à son identité. Son identité qui, dans son cas à elle, est vraiment en lien avec sa communauté, la place qu'elle a envie de prendre dans sa communauté, mais également le côté envers du décor. Donc, dans cette communauté-là, il y a vraiment une grosse problématique de drogue, mais la communauté va bien, sauf qu'il y a vraiment cette problématique qui est là. Puis Danis va comme rapidement comprendre que elle peut pas juste se poser des questions plus légères, peut-être de passage à l'âge adulte de quelqu'un qui n'habite pas sur cette réserve-là, parce que elle a perdu sa meilleure amie, parce que des gens subissent les contre-coups de cette drogue-là. Et qu'elle, étant donné qu'elle est au sein de cette communauté-là, elle serait quelqu'un qui pourrait aider. Parce qu'en plus, elle a une grande facilité en sciences. Et dans le fond, étant donné qu'on parle ici de drogue de synthèse, particulièrement le cristal meth, ben, étant donné qu'elle a une bonne connaissance en sciences, particulièrement en chimie, ben, c'est pour ça que le fameux Jamie Undercover va dire, ben écoute, si tu acceptes de nous aider, ça serait vraiment parfait parce que tu es au sein de la communauté, tu connais plus les us et coutumes puis comment ça fonctionne. Puis en même temps, tu as une conscience de comment peut se faire cette drogue-là et tout. Puis on a des soupçons que potentiellement c'est en lien avec la réserve. Donc, jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup ça. Je vous dirais que c'est peut-être pas... La plume permet en fait l'expression des émotions. C'est vraiment une narration jusqu'à maintenant qui est basée sur les émotions puis l'intériorité du personnage principal de Danis. Donc, ça va toujours être de son point de vue à elle. Et en même temps, c'est une plume très éducative, donc très... on va nous faire découvrir plusieurs traditions, plusieurs
valeurs qui sont liées, en fond, à la nation qui habite sur cette réserve Ojibwe, là, à Sault-Sainte-Marie. Donc, il y a aussi une partie qui est informative, dans le fond, là-dedans, mais sur fond de grosse boule d'émotions, de fin d'adolescence, puis de passage à l'âge adulte, donc coming of age, un peu un roman coming of age. La plume, je la trouve... c'est une plume efficace en le sens où elle arrive à transmettre ce qu'elle veut transmettre, mais c'est pas une plume qui a un style particulier. Jusqu'à maintenant, c'est peut-être ça que je trouve un petit peu moins... Je ressens un peu la plume un peu moins travaillée. Par contre, jusqu'à maintenant, tout ce qui est construction des personnages, plongé dans le contexte de cette réserve-là que l'autrice décide de nous mettre de l'avant, le trailer, à chaque fois qu'on pense qu'on a un bout du fameux fil qui pourrait nous aider à démêler un peu avec les personnages principaux, qu'est-ce qui sévit tant que ça sur cette réserve-là. À chaque fois, ça nous échappe. Donc, la construction de la trame est super bonne. Les personnages sont vraiment... On peut pas rester indifférent aux personnages. On a juste envie de savoir qu'est-ce qui va se passer avec eux. Puis en plus, évidemment, il se passe des choses très graves dans ce contexte-là. Par contre, comme je vous dis, c'est sûr que pour moi, ça reste une plume un petit peu moins travaillée. Fait que ça m'a un peu dérangé au début, mais c'est pas une mauvaise plume. C'est bien écrit, dans le sens où c'est utilitaire, mais c'est pas la plume la plus travaillée du monde. Sauf que jusqu'à maintenant, au début, ça m'a dérangé peut-être pour les 30 premières pages ou 40 premières pages. Puis après ça, on est tellement pris dans l'action, on est tellement pris dans dans le déroulement des événements, on est tellement pris au sein des dilemmes des personnages que dans le fond, au bout du compte, c'est pas quelque chose ça devient accessoire parce que l'accent n'est pas mis sur la plume. Donc jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. C'est quand même une bonne brique. Je l'écoute en livre audio, mais je l'ai aussi lu en livre papier et en livre numérique parce que je suis vraiment prise dans l'histoire. Donc c'est un livre, moi, mon édition fait 494 pages, puis je suis rendue à la page 240, mais j'ai dû avancer un peu parce que j'en ai encore écouté il n'y a pas tantôt. Donc, dans le fond, j'ai lu cette partie-là, puis il me reste ça ici. Donc, j'ai l'impression que j'aurais le terminé potentiellement, sans doute d'ici demain, parce que je veux vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais voilà. Donc, c'est un hyper long segment, mais je pense que ça vaut la peine de prendre le temps d'en parler correctement parce que c'est des choses que je ne connais pas nécessairement bien. Donc, je ne vais pas non plus m'enfarger dans la situation, puis empirer encore plus les choses en raison de mon ignorance. Donc, voici ma lecture en cours. Et ça fait également partie de mon fameux Mars au féminin qui est propulsé par Fluent Books. Donc, celui-là fait partie de ma pile à lire officielle. Donc, en plus, c'est bien. Sinon, j'ai décidé d'aller chercher une série que j'avais tellement le goût d'avoir dans ma bibliothèque depuis tellement longtemps puis que j'ai jamais trouvé, j'avais pas les moyens de me l'acheter en neuf, je l'ai trouvé en usagé. Et c'est la fameuse série Les Carnets de cerises, donc les 5 tomes des Carnets de cerises. Oh, si vous ne la connaissez pas, il faut la découvrir. Donc, c'est une série de Joris Chamblin et Aurélie Néret. C'est chez la collection Métamorphose aux Productions Soleil. C'est une série en 5 tomes qui a l'air anodine, entre guillemets, donc une jeune fille qui écrit un peu son carnet, puis qui a comme une espèce de petite enquête à chaque tome et tout ça. Mais c'est surtout sur fond de, justement, quête d'identité, parce que c'est une jeune fille qui a grandi sans son père, parce que son père est décédé trop tôt pour elle. Et j'ai adoré ça. C'est pas jeune comme série, mais si vous ne la connaissez pas, ça vaut la peine d'être découvert. Si vous avez des jeunes personnes autour de vous qui ont, je dirais, entre 8 et 10 ans peut-être, je pense que plus loin que ça, ça se lit, mais peut-être que ça va moins interpeller. Ça peut être intéressant. Cela dit, attention quand même, parce qu'il y a quand même la notion de père décédé, deuil et tout ça. Donc, c'est pas trop sombre, mais peut-être que la conversation va être nécessaire avec les jeunes si jamais ils lisent cette série-là. Fait que là, j'ai réussi à l'avoir usagée toute la série au complet. J'étais tellement excitée que je suis allée la chercher tout de suite. Puis là, je suis allée prendre une petite marche, puis en revenant, j'ai regardé dans les croque-livres de mon village qui commencent à se re-remplir parce que là, le temps revient. Et j'ai pas pu résister parce que j'ai vu une édition. C'est une édition qui est disponible un peu grande surface, mais quand même qui fait un peu à l'ancienne. Et c'est de Picture of Dorian Gray, dans le fond, d'Oscar Wilde. Et ça fait longtemps que je voulais lire en fait ce livre-là, puis dans le fond, il était en version originale. C'est des éditions pas trop chères qui font un peu à l'ancienne avec une mise en page assez aérée, donc je le trouvais chouette. On sent que c'est pas la grosse qualité. Je l'aurais peut-être pas acheté neuf, mais en voyant qu'il était disponible là, je me suis dit pourquoi pas. Donc, un autre petit ajout à ma pile à lire éventuellement.
Les carnets de série, je les ai tous déjà lus, donc ça va être dans la bibliothèque régulière. Mais voilà. Alors, ben voici. Écoutons, j'en avais long à vous dire. Mais, ben voilà où j'en suis. Je vais retourner à ma lecture pour ce fameux roman-là qui est vraiment prenant. Je sens que ça va me plaire. J'ai aucune idée qu'est-ce que de l'air la traduction. Si jamais il y en a qui ont lu la traduction en français, dites-moi-le. Moi, j'ai lu en langue originale parce que j'ai vu que ça avait été écrit en anglais en premier, donc j'avais comme... Ça se passait aux États-Unis dans ça là, vous savez, je suis toujours un peu plus frileuse, j'avais peur qu'il y ait peut-être un peu trop d'argot dans la traduction. Mais là, si je ne sais pas du tout si en français c'est correct, mais je sais qu'il y a eu un gros engouement sur le BookTube en France, donc j'imagine que la traduction est quand même pas mal. Donc, pour ceux qui ne parlent pas en anglais, peut-être que ça vaut la peine quand même de tenter le coup. Alors sur ce, j'arrête de blablater et ben, je vous reprends quand je peux. Allez, à tout de suite. Ces postures sont à chaque fois un peu dans le même style, la mer, etc. Voilà, du coup, j'avais hâte de vous parler. J'ai vraiment hâte de lire la suite. C'est pas une suite du tout, je veux dire, c'est ce nouveau livre de l'autrice. J'ai reçu avec une chouette vidéo. En fait, ce livre-là était dans une enveloppe. Bonjour, alors je vous prends ce matin, tout juste sorti de la nuit parce que j'ai terminé hier in extremis la lecture Firekeeper's Daughter. Je l'ai terminée, je pense, à minuit 1. J'ai pas été capable d'arrêter à partir de la moitié du livre parce que c'était vraiment haletant. Alors, je sais pas trop comment je vais pouvoir vous en parler parce qu'évidemment, plus le livre avance, plus il y a des révélations, plus les choses sont remises en perspective, plus la violence de ce qui se passe est visible et nommée et vécue par le lecteur par procuration et plus la prise de conscience est forte. Plus la prise de conscience est forte concernant qu'est-ce qui peut potentiellement, de quelle façon tout ça peut potentiellement être vécu dans le contexte qui est mis de l'avant, donc la réserve Ojibwe, et au sein d'une communauté qui a des règles puis une spiritualité qui est différente de la nôtre, qui a des réalités par rapport à l'accès à des services, à des soins, à une justice qui est vraiment différente, malheureusement, de celle de l'ensemble des États-Unis, dans ce que ça se passe au Michigan. Donc, on comprend concrètement l'impact potentiellement de la discrimination, le racisme dans ce cas-ci. C'est vraiment un coup de poing. C'est un roman coup de poing. Ça a été difficile pour moi la deuxième partie. Il y a quand même, on est vraiment plus dans, on est dans le, oups, désolée, il y a mon chat qui est là. On est vraiment dans le plus rude. Par contre, ça se maintient en termes d'écriture. Je pense que, je vais vous montrer mon chat parce que sinon elle va pas voir. Il est où? C'est bon? Y? Ok, c'est bon. Donc, ça se maintient en termes d'écriture dans le sens où, malgré, on dirait que c'est vraiment une plume qui est particulière parce que c'est pas tant, comme je vous disais, que la plume est si travaillée. Il n'y a pas nécessairement un niveau de vocabulaire super soutenu. Il y a quand même, des fois, c'est tissé avec du gros fil, disons, le lien entre les parties informatives et l'intrigue. Sauf que ça le fait parce que les personnages sont tellement puissant, le contexte est tellement évoqué efficacement, on est tellement dans l'introspection émotionnelle, émotive de toute cette situation-là que, bon, au bout du compte, on accepte avec bonheur, en fait, ces moments-là d'ouverture des horizons parce qu'en fait, en effet, on se rend compte à quel point on est ignorant de plein de choses, même si je suis quelqu'un qui me tient relativement au courant. Mais en tout cas, c'est sûr que chaque communauté, c'est différent, chaque réserve, c'est différent. Les contextes sont différents, mais dans ce cas-ci, quand même, ça me permettait de voir, d'apprendre plus concrètement qu'est-ce qui se passe dans cette communauté-là, dans le cadre des États-Unis, mais à la frontière du Canada. Donc, c'est sûr que quand on est à la frontière du Canada, il y a tout ce qui est illégal et souvent va être un peu plus de tentation parce qu'on est sur le bord de la frontière et les normes ne sont pas nécessairement les mêmes d'un côté et de l'autre. Mais surtout, la place des femmes dans cette communauté-là, qui sont des places qui sont fortes, mais en même temps, les femmes ont la vie tellement dure, c'est terrible. Mais en même temps, la narratrice là-dedans, je peux vous dire que
c'est un exemple de, encore une fois, de ne pas nier les émotions vécues, mais de choisir de construire à partir de ce qu'on a vécu, plutôt que de laisser ce qu'on a vécu nous détruire. Donc, c'est vraiment ce qui est au menu. Ça a l'air très lourd en même temps, ça reste que c'est assez lourd. C'est un contexte qui est lourd. L'enquête tourne quand même autour de morts qui semblent en lien avec l'arrivée de, en fait, le trafic de crystal meth dans la communauté et dans d'autres communautés autochtones. D'ailleurs, j'ai vérifié dans ce livre-là, après avoir lu la note de l'autrice à la fin, elle donnait un peu plus d'informations sur le sujet et elle utilise le mot Native People pour les gens des Premières Nations. Donc, je reviens sur mon petit bout informatif que j'ai fait un peu plus tôt. Au Canada, on privilégie Premières Nations ou à la limite autochtones. Dans ce cas-ci, on semble privilégier également autochtones. Et Natives, pour moi, ça me semble proche quand même de Premières Nations. Donc, le mot Indians est mis là-dedans, mais toujours, ça fait toujours référence à des Blancs qui dénigrent, dans le fond, des gens qui sont des Premières Nations, ou ça fait référence à des traitements. On parle aussi, encore une fois, là, des fameux pensionnats autochtones qui ont été là des deux côtés de la frontière. Donc, c'est juste pour vous dire que je me suis un peu... En lisant ça, je me suis dit, ah, ben de son côté, en tout cas, pour elle, dans cette communauté-là, ça semble être encore aussi utilisé Native. Des fois, on dit Native Americans, mais je pense que c'est plus Native People, parce que pour eux autres, j'ai l'impression qu'ils ne font pas nécessairement... En tout cas, la perception d'une Première Nation par rapport à un pays comme ils étaient déjà là quand on est arrivé, je ne sais pas si jusqu'à quel point ils vont s'associer au fait qu'on est devenu un pays ou que les États-Unis sont devenus un pays en prenant leur terre. Donc, voilà. Bref, Native People, même notion un peu d'éviter le Indians parce que vraiment c'est très lourd de signification, très lourd de connotation, très lourd d'agression. Donc voilà. Petit point d'information terminé. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je ne sais pas si je peux dire que c'est un coup de cœur, mais je peux dire que c'est un coup au cœur. En tout cas, c'est vraiment un coup au cœur. Pour moi, le livre n'était pas parfait, mais c'est pas nécessaire que ce soit parfait. Parce que le sujet est tellement fort. Comme je vous dis, la construction des personnages est tellement bien faite. La construction de la trame est bien faite. Autant j'avais peur un peu que ce soit trop édulcoré. Autant il y a comme une étrange notion de bienveillance, mais c'est vraiment lié à ce qui est décrit dans le livre de la spiritualité puis les valeurs qui sont véhiculées par cette communauté-là dans la réserve Ojibwe. C'est-à-dire, plutôt, comme je vous dis, d'être en mode gratitude et construire à partir du matériau qu'on a, que dans le fond, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, puis on peut contrôler par contre la réaction qu'on a à ces choses-là. Donc, ça semble un peu facile à dire, mais ça semble être ça qui est véhiculé. Donc, ce qui est étrange, c'est que c'est un livre très dur, c'est un livre très prise de conscience choc, mais c'est un livre très qui a beaucoup d'espoir. Et pourtant, c'est pas nécessairement une fin hollywoodienne, et pourtant, il y a de la violence, et pourtant, il y a des morts, et pourtant, il y a des gens pour qui il ne semble pas avoir de sortie, de porte de sortie, même jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment intéressant. J'ai trouvé que c'était pas exagérément déprimant. Je trouve que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que moi, je suis pas quelqu'un qui est une Première Nation, j'habite pas dans une réserve, mais j'imagine... Puis en fait, même l'autrice le mentionne à la fin, donc je vais pas... en fait, c'est vrai, elle le mentionne dans son propos de dire qu'elle a écrit ce livre-là, justement, pour un peu donner espoir, mais surtout pour permettre, elle a dit qu'elle lisait beaucoup les Nancy Drew quand elle était jeune, donc la jeune femme qui est toujours impliquée dans des enquêtes plus grandes qu'elle et tout, mais évidemment que c'est une jeune blonde caucasienne, donc il n'y a pas nécessairement un modèle auquel quelqu'un qui est des Premières Nations va nécessairement pouvoir s'identifier parce que c'est pas quelqu'un qui a les mêmes privilèges, entre guillemets, puis le même traitement par la société américaine ou canadienne qu'eux autres. Donc là, elle a voulu créer justement une Nancy Drew qui serait un modèle pour les gens des Premières Nations. Et je pense que c'est exactement ça que ça fait, mais en version vraiment, le Nancy Drew, c'était très commercial, très en surface. En même temps, je trouve qu'il y a le côté vraiment une jeune fille qui se sent interpellée par une situation et qui
décide de s'impliquer de façon très intense dans la résolution du problème. Et c'est une valeur qui lui a été inculquée comme quoi, des fois, si on fait partie d'une situation, il faut qu'on fasse partie aussi de la résolution du problème. Donc, elle est là, c'est plus grand qu'elle. Ici, c'est pas Nancy Drew, donc elle a quand même techniquement le FBI avec elle, mais on va comprendre aussi que toute la relation, dans le fond, à la loi, comme le FBI, dans le fond, va s'immiscer dans une situation qui, selon l'héroïne, devrait peut-être être plus résolue par la communauté elle-même, mais en même temps, des fois, ça devient plus grand que qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis des fois, on va comprendre aussi que l'intervention des autorités, l'intervention de la loi, même si ça part d'une bonne intention, même si ça même si ça implique des gens qui croient au fait que c'est important d'avoir une bonne connaissance des différentes communautés qui sont à travers un pays, de leurs valeurs, pour mieux comprendre comment les choses négatives et illégales vont pouvoir se passer dans ces situations-là. Malgré les bonnes intentions des gens qui vont être impliqués, ça peut ne pas avoir nécessairement l'effet escompté. Donc, je trouve que c'est très intéressant comme réflexion, c'est très mature comme réflexion. C'est quelque chose que beaucoup de personnes devraient avoir par rapport à la société, aux différentes personnes, différentes communautés qui forment notre société. J'ai trouvé ça super intéressant, puis je trouve que l'approche qui est très, comme je vous disais, je ne sais pas si c'est bienveillante, mais je pense que c'est positif, mais c'est pas édulcoré, puis c'est pas hop la vie, puis c'est pas on nie tout ce qui se passe, mais c'est volontairement positif. Donc ça m'a vraiment marqué. J'ai trouvé ça majeur comme approche. Comme je vous dis, c'est sûr qu'il y a des petites choses dans la technique, pas la technique, mais des petites choses dans l'espèce de logistique du récit. Ça va, comme je vous dis, la plume aurait peut-être gagné à être un peu plus travailler pour que tous les morceaux super essentiels se retrouvent à être tissés de façon uniforme, entre guillemets, puis qu'on ne sente pas nécessairement les transitions entre l'intrigue et les moments informatifs. Mais on croit tellement au personnage que ça va. Puis je veux dire, je sais pas, c'est juste parce qu'il y a quelque chose que oui, c'est ça, je l'ai perçu. Là, je vous le dis, peut-être que si vous commencez, sachez que si jamais c'est quelque chose qui vous accroche les pieds, laissez-vous pas accrocher les pieds, il faut lire cette histoire-là. Donc, c'est vraiment... Moi, je suis tardive dans ma lecture, ça fait longtemps que ça roule, mais je pense que c'est essentiel. Donc, allez-y, lisez Une dose de rage en français. C'est incroyablement essentiel. Ça m'a donné un coup au ventre, un coup au cœur, un coup à l'empathie, à la solidarité. Voilà, un coup à l'universalité de l'humain, dans le fond, qu'on est tous des humains finalement sur Terre, mais c'est pas que c'est nouveau pour moi, mais puis que dans le fond, on fait toute partie de la solution potentiellement. Donc, c'est rien de nouveau sous le soleil, vous allez me dire, mais sachez que la manière dont c'est amené, c'est quelque chose de majeur. Donc, lecture, coup de poing, j'ai aucune idée comment je vais faire pour passer à autre chose. Donc, Firekeeper's Daughter d'Angeline Boulet, chez Henry & Holt, ou Une dose de rage, c'est chez Petit Homme au Québec, c'est édité. Et je crois que c'est chez Nathan en Europe. Je vous mettrai peut-être la couverture. Donc, voilà, je voulais prendre le temps de vous en parler. Aujourd'hui, je suis en congé, mais aucune idée si je vais être capable de passer à autre chose tout de suite. C'est trop remuant. J'ai eu une nuit pourtant pour essayer de laisser mijoter tout ça, mais c'est quelque chose qui reste avec vous. C'est pas négatif, mais c'est quelque chose qui reste. Ça me fait un petit peu penser à... C'est une prise de conscience qui est faite pour rester. Donc, c'est pas comme un deuil, mais c'est quelque chose avec lequel on continue à vivre au quotidien, à mon avis, et qu'on finit par intérioriser. Puis je pense que c'est ça un peu aussi le but. Puis c'est tellement bien fait parce que c'est à travers l'intrigue et à travers les personnages et le contexte qu'on comprend qu'on va se sentir interpellé. Mais bref, je continue à le porter pendant un bout. Bon, je vais avoir passé beaucoup de temps sur ce livre-là, mais ça vaut vraiment la peine. Sinon, c'est sûr que je viens tout juste de rejoindre la fameuse gang du club de lecture d'Alex Bouquet dans Prada. Si vous ne la connaissez pas, on est dans un tout autre ordre d'idées, mais c'est une créatrice que j'aime beaucoup, qui fait du contenu de qualité, qui vient de partir, dans le fond, qui vient s'inscrire sur une plateforme de soutien à la création. Donc, et dans le fond, j'ai décidé de la soutenir. Et il y a un club de lecture qui vient avec une lecture par mois. Et ce mois-ci, ce sont des suggestions de lecture qui étaient faites par rapport à de la littérature de science-fiction écrite par des femmes. Et avec le vote populaire, c'est drôle parce que c'est une autrice...
Je crois qu'elle est québécoise, elle est peut-être canadienne, je vous vérifierai ça, mais en fait, pour moi, je la vois souvent passer dans les librairies depuis longtemps de ce côté-ci de l'océan. Et c'est Elisabeth von Arburg qui a fait énormément de science-fiction aux éditions à lire. Et on va lire Chronique d'une mer, je crois, Chronique des mers, je vais vous mettre la vignette. Et c'est une giga brique de 800 pages, donc qui n'existe pas en audio, donc il y a ça que j'aimerais beaucoup lire. Je ne sais pas si je suis capable d'enchaîner directement après ça, parce que c'est encore un peu, on est dans l'apocalypse, on est dans le post-apocalyptique ou dans le roman d'anticipation, parce qu'on est dans une société où il y a des clics qui se sont formés, bon, on sent qu'il va y avoir la dynamique matriarcale versus patriarcat et tout ça. Et, mais là, bon, 800 pages, si je vais y arriver, il faudrait que je lise quasiment comme 80 pages par jour à peu près pour les prochains jours. Donc, j'ai décidé de le prendre à la bibliothèque et je vais aller le chercher aujourd'hui, donc ce sera mon objectif. Est-ce que je le commencerai? Je verrai. Entre-temps, il est possible que je lise quelques romans graphiques pour être capable de faire ma transition entre les deux. Puis parce que j'ai énormément de romans graphiques qu'il faut que je lise. C'est comme quelque chose d'assez majeur dans ma bibliothèque. Fait que je vais vous reprendre de toute façon pour vous en dire un peu plus, vous dire où j'en suis. Mais ça ressemble un peu à ça, ma journée. Alors allez, à tout de suite. Et bonsoir. Alors oui, bonsoir, mais si vous remarquez ici, hein, la petite fenêtre était la lumière naturelle là, quand même. Il est 7h moins quart. Alors, heure avancée, oui, on est pour ou on est contre, mais le seul avantage qu'on a, c'est que on a la luminosité plus tard le soir. Cela dit, c'était pas suffisant quand même pour que je vous prenne. Donc, vous aurez cette savoureuse luminosité chaleureuse et artificielle. Alors, écoutez, je fais un petit coucou parce que je vais parler de mes lectures en cours, puis j'allais chercher un livre à la bibli, donc voilà. J'ai décidé finalement de commencer tadam, The Tenant of Wildfell Hall de Anne Brontë. Et la raison pour laquelle je l'ai commencé, c'est parce que j'ai écouté L'ivresse délire de livres qui a fait il me semble que c'est dans son petit truc sur Mars au féminin qu'elle a fait il n'y a pas longtemps, ou dans un vlog qu'elle a fait tout simplement récent, puis elle parlait qu'elle avait justement lu, en français c'est La recluse de Wildfell Hall. La recluse ou la locataire, ou en tout cas dans les traductions, ça change beaucoup, puis elle en parlait justement, Louise, de cette réalité-là. Et elle disait qu'en fait, c'était un roman d'Anne Brontë qui était moins connu, qui était un peu en avance sur... en fait, qui était très en avance sur les standards de l'époque, parce que c'est l'époque victorienne. Ça a été publié en 1848. Et dans le fond, c'est considéré comme une pierre angulaire de la littérature féministe. Donc, j'avais aucune idée. Moi, j'étais restée avec les autres sœurs Brontë, mais Anne Brontë, je ne la connaissais pas beaucoup. Pourtant, j'aurais dû m'en douter parce que j'avais un ancien collègue libraire qui, je crois, avait vraiment une fascination sur Anne Brontë, puis disait qu'on la connaissait moins bien. Puis, bon, je l'avais acheté parce que l'édition était belle. Donc, je m'étais vraiment laissé aller à l'achat objet de ces belles éditions-là. Je ne sais pas si vous les connaissez, là, mais c'est genre Chiltern, fait que c'est genre papier glacé, dorure et tout. Mais il se lit quand même bien. Donc, moi, vous savez qu'acheter un bel objet que je ne peux pas lire, ça m'énerve un peu. Donc, voilà. Et je me suis dit, je vais suivre un des conseils, parce que j'avais déjà dit que j'avais de la misère un peu avec les hauts de hurlement. C'est peut-être même Louise, l'ivresse délire de livres, qui avait dit ça. Je me souviens plus. Ou un commentaire en dessous de sa vidéo, parce que j'avais dit que j'avais déjà essayé les sœurs Brontë, entre autres Jane Eyre, puis les hauts de hurlement. Puis j'avais jamais réussi vraiment à rentrer dedans. Puis on m'avait dit, mais essaie-le en livre audio. Parce que, dans le fond, souvent, les classiques, c'est vrai que ça donne une opportunité. Puis, dans le fond, celui-là, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Et c'est un roman épistolaire, puis j'avais comme pas réalisé que c'était ça, parce que moi, j'ai une grande passion pour les romans épistolaires. Et donc, je m'y suis lancée. Et ma foi, j'ai écouté quasiment 2h30, puis là, je sais pas trop à quel... je sais pas à quel chapitre je suis rendue, mais quand même, je pense que je suis rendue... Ouais, chapitre 15. Quelque chose comme ça. Je sais pas. Bref, je suis en œuvre ici, disons. Là, j'ai lu comme ça, à peu près ceci, puis il me reste l'autre partie à lire. Mais bon, je vais vérifier la page exacte, puis je le mettrai. Mais pour le moment, ça me plaît bien. Le narrateur est intéressant, fait le travail de mâcher de mâcher, entre guillemets, le côté peut-être un peu plus ampoulé. Mais finalement,
Anne Brontë, en tout cas, sa plume jusqu'à maintenant est vraiment différente de ses sœurs, donc c'est bien correct. Donc, dans le fond, je pense que j'y arriverai à lire normalement sans soutien de livre audio. Pour rappel, j'ai juste la petite 4e de couverture en anglais, fait que je vais faire une petite traduction simultanée, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que moi, j'ai souvent confondu, je ne sais pas pourquoi, les Hauts de Hurlevent avec ça, La recluse de Wildfell Hall, alors que c'est pas la même autrice et c'est pas la même histoire. Alors ici, c'est quand Hélène Graham prend location de Wildfell Hall, elle va attiser les passions et les rumeurs au cœur de la communauté, donc du village. Les secrets d'Hélène vont être doucement révélés. Dans le fond, ça le dit en 4e de couverture. Donc, moi, je ne suis pas encore rendue à la révélation, mais je le savais quand même déjà parce qu'elle en avait parlé dans le vlog Louise de Livresse Zélia de livres. Mais en fait, elle a fui une brute, un mari qui était complètement, qui avait perdu complètement le contrôle et avait été déterminé à fuir pour que son fils ne suive pas l'exemple de son père. Donc, très avant-gardiste quand même pour 1848. Et évidemment que là, on est vraiment dans le côté victorien. Elle arrive là, elle habite seule avec son garçon. Évidemment, même si c'est une Mrs., évidemment qu'elle ne va pas dire nécessairement quelles sont ses origines. Puis là, ben, la machine à rumeurs va partir. Puis c'est vraiment le summum du victorien à son pire, dans le sens où tout le côté un peu négatif, en fait, pas un peu, mais beaucoup négatif. Et on va suivre particulièrement Hélène Graham et Mr. Markham, Gilbert Markham, je pense, qui un des voisins, entre autres, qui va un peu s'enticher de Hélène Graham sans nécessairement connaître son passé, mais en même temps en étant comme solidaire en disant ben ça se peut pas qu'elle soit si pire que ça, je la connais, c'est mon amie et tout. Bon là, moi je suis juste rendue à page 126 sur je sais pas combien, là, genre 500, fait peut-être qu'après ça va changer, hein? Peut-être que le petit Markham va changer, j'espère que non, parce que je l'aime bien. Mais jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. C'est vraiment un personnage très mystérieux, très déterminé, en même temps qu'il est victime de l'époque et tout. Mais c'est pas juste un livre où est-ce que les gens sont victimes jusqu'à maintenant. Donc, on laisse le lecteur constater par lui-même à quel point c'est ridicule. Mais moi, ce qui me fascine jusqu'à maintenant, c'est que ça a été publié en 1848. Je pense que ça n'a pas été mis beaucoup de l'avant depuis. Peut-être qu'à l'époque aussi, ça a dû faire un scandale parce que c'était complètement en critique envers la société de l'époque. Mais bon, jusqu'à maintenant, je le continue. Donc, livre audio, puis ça va me durer un bon bout de temps parce que j'ai 16 heures de livre audio, donc, n'est-ce pas? Et je suis allée chercher finalement ma fameuse copie du livre qu'on va lire avec le club de lecture de Alex Bouquet dans Prada pour les gens qui la soutiennent sur le Patreon. Et c'est donc Chronique du pays des mers de Elisabeth von Harburg. Et là, je me suis informée et j'ai vu que Elisabeth von Harburg est une autrice qui est née à Paris, mais qui habite, dans le fond, au Québec depuis longtemps. Donc, puis elle était très prolifique au niveau de la science-fiction. Donc, c'est pour ça que moi, je la connaissais comme autrice québécoise, mais dans le fond, elle a une origine française parce qu'elle est née à Paris. Donc, ce qui est drôle, c'est que là, l'édition qui a été mise de l'avant, évidemment, dans ce book club-là, comme c'est européen, c'est l'édition de poche qui est chez, je pense, Folio SF, je crois, mais je ne suis pas certaine. De notre côté de l'océan, c'est chez À lire. Que son édition est là, mais je me suis dit, vu que je ne sais pas si je vais aimer ça, je ne l'achèterai pas tout de suite, je vais voir. Puis là, j'allais voir en bibliothèque, il l'avait, je le prends, mais là, je me rends compte que c'est l'édition, avant même que ça soit chez À lire, c'est paru chez Québec Amérique. Alors, regardez cette édition vintage, quand même, hein? C'est impressionnant. Alors ça, c'est des anciennes éditions, là, c'est paru en 80, je sais pas. J'ai connu ça, moi j'ai lu les Anne, pour vous donner une idée, là, j'ai connu les Anne la Maison en Pignon Vert dans cette édition-là, chez Québec Amérique, hein, en grand format. Alors, tous ceux qui découvrent les belles éditions de Monsieur Toussaint Louverture, sachez que moi, j'ai eu ces grandes éditions-là qui étaient correctes, mais qui n'étaient pas non plus super charmantes. Et dans mon édition, à mon plus grand bonheur, et puis je pense pas qu'il manque de texte, mais il y a juste 524 pages, parce que comme c'est pas une édition de poche,
Eh bien, hein, n'est-ce pas? Alors voilà. Par contre, c'est une super vieille édition, un peu négueux, je vous dirais. Pour travailler en bibliothèque, je vous dirais que ce livre-là serait peut-être un bon candidat pour un élagage, peut-être, rafraîchir un peu. 92, il est sorti en 92, donc ça fait quand même un bon moment. Cela dit, je vais quand même vous lire la 4e de couverture pour vous donner une petite idée, parce que je risque d'avoir les 2 lectures en parallèle pour un bon bout, donc The Tenant of Wildfell Hall, j'ai de la misère à dire ça, Wildfell Hall, Dan Bronte, et Chronique du Pays des Mers d'Elisabeth von Arburg. Je risque d'avoir ça en parallèle, donc audio et papier. C'est parti pour la 4e. Au Pays des Mers, dans le futur lointain d'une terre dévastée qui revit peu à peu, les hommes sont rares. Seuls les captes des familles, les mères, font leurs enfants avec les mâles, les autres devant avoir recours à une hasardeuse insémination artificielle. Lisbeth et Toula ne s'en soucient guère d'abord. Filles de la capte de Béthélie, elles grandissent ensemble, sœurs, amies, amantes. Mais le destin va les séparer. Lisbeth, stérile, doit laisser Béthélie à sa cadette, qui sera la mère. Dans son exil, Lisbeth apprendra à voir plus grand que Béthélie et à se voir elle-même loin des yeux de Toula. Revenue pourtant à Béthélie, elle retrouvera sa place dans la chaîne secrète du sang qui relie sa famille au passé du Pays des Mers et aux métamorphoses extraordinaires de son futur. Histoire d'une société imaginaire, mais qui nous tend un miroir juste assez déformant pour que nous nous y reconnaissions, Chronique du Pays des Mers est aussi la quête d'une enfance à jamais perdue et une réflexion sur la persistance de la mémoire. Donc, roman d'anticipation, comme je vous disais, clairement. Je ne sais pas si je vais oser le lire là-dedans. J'ai demandé aussi un livre numérique, mais il n'arrive pas avant le 19 mars. Donc, je vais devoir le commencer comme ça, de toute façon. Alors, voilà, cette inspirante édition, n'est-ce pas? Alors, voici. Et, ben écoutez, je passais à côté d'une petite librairie d'occasion. J'ai été super sage parce que j'avais trouvé des trucs. J'ai même ramassé des livres dans mes mains quand j'étais dans... J'ai fait deux endroits. Puis finalement, je me suis demandé, est-ce que je veux vraiment les lire? Est-ce que j'ai vraiment besoin de les avoir en papier? Puis ma réponse a été non, donc j'ai attendu et j'ai été sage. Je vais faire ça rapidement parce que je pense qu'il faut commencer à... La lumière artificielle commence à plus être suffisante. Et j'ai trouvé cette espèce d'ovni-là qui m'a attirée parce que l'auteur, David Kelley. Et alors, c'est ceci, Le Double, de David Kelley, illustré par Claudia Palmarucci. Et c'est aux éditions Notari. Et j'ai une 4e, je vous lis ça. Des années ont passé et je ne sais pas si quelque part il y a encore mon double. Un moi-même avec ma tête identique. Peut-être qu'il habite encore là-bas, dans la maison où j'habitais, et qu'il porte mes habits, lit mes livres. Bizarre. J'aimais beaucoup l'univers visuel qui était proposé. Donc, c'est ce que j'appelle la fiction illustrée. Là, ça fait mis dans les BD, mais c'est plus comme la fiction illustrée pour adultes. Voyez-vous, ça a l'air vraiment intéressant. C'était vraiment une curiosité. Puis je me suis dit, celui-là, comme il y a vraiment un côté très fort de l'illustration, j'aimerais mieux l'avoir vraiment en papier pour le tester. Puis si ça me plaît, tant mieux. Puis sinon, je le ferai circuler. Alors voilà, pas plus long que ça, même si c'était quand même assez long. Je vais mettre fin à cet éclairage weird et je vous reprends dès que je peux cette semaine, en espérant avoir terminé d'autres lectures parce que je ne suis pas certaine que je vais terminer The Tenant of Wildfell Hall cette semaine, ni Von Arburg, donc on verra bien. Je vais vous tenir au courant. Allez, à tout de suite! Hey, bien le bonjour! Alors, petite chronique rapide du midi, parce que je suis toujours en train d'avoir ma fameuse lecture en cours The Tenant of Wildfell Hall, Dan Bronte. Je suis complètement plongée là-dedans. C'est assez remuant jusqu'à maintenant. Mais comme je ne sais pas si je vais pouvoir le terminer avant la fin de ce vlog-ci, j'ai quand même fait d'autres petites lectures. Et entre autres, j'ai lu une suite tant espérée. J'ai pu lire le tome 2 de la bande dessinée jeunesse de Jérôme Pélissier et Karine Hinder chez Glénat, la série Brume en fait. Donc, j'ai retrouvé avec bonheur ces personnages-là que j'adore. Et ma foi, je ne vais pas vous en dire beaucoup parce que c'est un tome 2, mais on va retrouver encore cette fameuse Brume, son ami un petit peu craintif Hugo et Hubert le cochon, qui vont poursuivre leur quête à la recherche de la fameuse sorcière disparue Naya, dont Brume pense qu'elle est la fille. Donc, dans le fond, la prémisse au départ, c'est ça, c'est que Brume a été réalise dans le tome 1 qu'elle a été adoptée. Son père adoptif lui dit qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur elle à part qu'il l'a trouvée à l'orée de la forêt. Et elle réalise qu'elle avait été trouvée avec un grimoire entre les mains
qui est, selon elle, le grimoire de Naya. Et comme on va voir dans le premier tome, elle va penser vraiment qu'elle est capable de faire de la magie. Mais ce qu'on réalise, en fait, c'est que c'est surtout Hubert, le cochon, qui est un peu responsable de la magie en tant que telle, parce que lui, il va lire le grimoire. Mais à chaque fois, Brume pense que c'est elle. Puis ce qui est savoureux là-dedans, c'est la dynamique entre les trois personnages. C'est parfait. Il y a de l'humour, de l'autodérision. Il y a des petits clins d'œil, surtout dans le tome 2, même aux légendes arthuriennes avec Excalibur. Et on va dans le deuxième tome aller justement un petit peu plus loin dans l'histoire, dans le sens où on va être à la recherche de Naya. Elle va aller à la rencontre d'un bibliothécaire, entre autres, qui va essayer de lui donner des informations. Ils vont aborder la fameuse forêt, la forêt des âmes perdues, la forêt, je me souviens plus. Puis bref, aventure, truculence, humour, puis c'est complètement savoureux. C'est un coup de cœur à chaque fois. Le tome 1, ça a été comme ça. Le deuxième, c'est la même chose. Je pense que les jeunes adorent, puis que les parents peuvent adorer également. Fait que si j'avais jamais lu cette série-là, je vous suggère de la lire absolument. Le tome 1 est déjà paru. Le tome 2 vient tout juste de paraître, en fait, au Québec. En Europe, c'est déjà disponible. Donc, attendez pas, c'est trop parfait. Parce que ce qui est parfait, en fait, c'est que, justement, les personnages sont imparfaits complètement. Brume qui se prend vraiment pour, pas pour du 7-up flat, comme on dit. Et le petit timide Hugo qui a un petit peu le côté, genre, terre à terre, qui va comme un petit peu souligner l'évidence, mais que dans le fond, c'est important qu'il soit là. Et le fameux Hubert qui sauve toujours tout, donc Hubert le cochon qui sauve toujours tout, sans dire rien, très discrètement et tout. Donc, je ne peux pas vous en dire plus à part, mais vous voyez dans mes yeux, j'ai adoré ça, c'était excellent, excellent. Et sinon, j'ai également lu un petit album jeunesse de Michael Escoffier et Bérangère de Leporte ou de la Porte, je me souviens plus. C'est chez les 400 coups. Et moi, Michael Escoffier, j'aime toujours. Et c'est Boule de poil. Alors, on est dans un autre registre complètement. Par contre, on reste dans le registre de l'humour. C'est un album pour les tout petits, je vous dirais, maximum 3 à 5 ans. C'est pas très long. C'est assez simple quand même. Donc, on va suivre Boule de poil, qui est un hamster qui réside dans une cage et qui vient recevoir une nouvelle roue d'entraînement. Et qui se sent vraiment comme délaissé. Tu sais, au début, il disait, bon, ben, les humains chez qui j'habite s'occupaient de moi, mais là, on dirait que, tu sais, ils s'occupent plus vraiment de moi. Puis là, il rêve d'aller à l'extérieur, mais en même temps, il est terrifié parce qu'il y a des légendes qui disent qu'à l'extérieur, il y a des zombies qui peuvent te manger et puis tout ça. Donc, on va le suivre au fur et à mesure de ce mini-album-là dans ses tentatives pour se sauver. Et ben en fait, il va y parvenir, mais bien entendu, on va bien comprendre, va finir par préférer revenir au bercail. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le visuel. C'est un visuel vraiment échevelé, les illustrations de Bérangère de Leporte. C'est le Boule de poil est un petit peu terrifiant avec des cheveux un peu des poils un peu hirsutes un peu partout. Puis les humains qui s'en occupent sont pas tant gentils, donc c'est le fun. On voit vraiment les choses d'un autre point de vue. Puis c'est parfait. Michael Escoffier, il est vraiment c'est vraiment quelqu'un qui a l'art de l'anthropomorphisme et de l'humour dans les dialogues, puis pour s'adresser justement à des enfants puis que ce soit drôle. Il y a quand même beaucoup d'action, mais pour un album, là, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup d'aventures parce que c'est sûr que Boule de poil, en 32 pages maximum, va devoir tenter d'aller à l'extérieur et revenir. Donc, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc, c'est pas un coup de cœur, c'est une bonne lecture. C'est pas mon Michael Escoffier le préféré. Mais pour les illustrations, j'ai vraiment, vraiment adoré. Fait que si jamais vous le voyez passer, ça vaut la peine de le découvrir. Boule de poil, Michael Escoffier et Bérangère de Leporte chez les 400 coups. Donc, c'est deux petites lectures au passage que je vous fais parce que sinon, la semaine pour vous, ça va être toujours sur fond de Anne Brontë. Mais sachez que Anne Brontë également, je la trouve très remuante. J'aime beaucoup. C'est une plume qui me fait penser, comme je vous disais, un peu à du Jane Austen, mais qui sous des dehors plutôt prévisibles ou à la limite un petit côté justement un peu, pas dérision, mais un petit peu ironique par rapport à la société de l'époque, qui est ça ce qui un peu plus me fait penser à Jane Austen. Sinon, pour le restant, on est vraiment en effet dans un roman où il y a une certaine prise de position un peu féministe parce qu'on va jusqu'à maintenant voir des points de vue différents d'une même situation. Donc, je vous parlais du fameux Markham qui était amoureux de Mrs. Graham. Et là, on va avoir un retour dans le passé, toujours par correspondance. Mais quand je dis c'est un roman épistolaire, mais en fait, c'est plus ce qu'on lit
dans le fond, du côté de Markham, des correspondances qu'il y a avec ses amis, puis du côté de Mrs. Graham, c'est une partie de son journal intime. Donc, c'est plus que c'est par indirectement, dans le fond, qu'on apprend l'histoire. Puis, on va lire, en fait, son passé. Donc, le passé auquel on n'a pas accès, auquel les personnages dans le présent de l'histoire n'ont pas accès. Donc, on va lire, puis on voit vraiment arriver dans la vie de cette femme-là un manipulateur terrible. Donc, c'est spécial parce que c'est très moderne, on dirait, comme approche. Maintenant, on est plus au fait de ces choses-là. Mais là, ce qui est spécial, c'est l'espèce de clash avec l'époque, parce que oui, c'est sûr qu'elle a une famille autour d'elle qui va lui dire ben, est-ce que tu es sûr? On n'a pas tant des bons échos de cette personne-là et tout ça. Donc, il essaye quand même d'éveiller la conscience de la jeune Hélène, Mrs. Graham, mais qui en fait s'appelle Hélène Huntingdon, ça on le sait dès le départ. Mais on voit, comme dans la vie régulière, comme quoi ça n'a pas changé non plus avec le temps, hein, c'est un petit peu triste, que ben c'est ça le principe d'être un manipulateur, c'est que il fait en sorte que ça va passer comme l'eau va tomber comme sur le dos d'un canard pour Hélène, parce qu'il réussit dans le fond à la convaincre que tout peut bien aller. Je sens que ça sera pas super joyeux dans les prochaines pages, des prochaines heures d'écoute, mais je pense que c'est important aussi de voir ce point de vue-là. Donc, pour le moment, la Anne Bronte me plaît vraiment bien, puis j'ai l'impression que c'est dans les trois sœurs Bronte jusqu'à maintenant, c'est celle-ci qu'on dirait qui est venue me chercher. Donc, ben voilà, sur ces bonnes paroles, je vais clore cette petite chronique Midi Express, puis ben, je vous reparle quand je peux. Bonsoir, alors je vous fais un petit coucou, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit tournage dans cet environnement-là. Parce que finalement, j'ai eu l'opportunité dans ma pause dîner de consulter d'autres petits albums. Donc, je voulais vous en parler parce que finalement, c'est une pas mal bonne récolte. Alors, tout d'abord, j'ai découvert en fait le saugrenu. Darwin présente le ver de terre, super producteur de caca, aux éditions Multimonde de Polly Owen et Gwen Millward. C'est simplement un documentaire qui est présenté un peu sous forme d'histoire et qui raconte la grande partie de la vie de Darwin qui n'était pas consacrée à l'évolution des espèces nécessairement et qui était l'étude du ver de terre. Ça a toujours fasciné Darwin parce que à l'époque, le ver de terre était perçu comme quelque chose de nuisible, puis il y avait déjà comme un peu pressenti que c'était quelque chose d'essentiel à la survie. Donc, on va voir Darwin qui essaye justement de bien comprendre le ver de terre et qui essaie de lui trouver un super pouvoir. Et évidemment, à la fin, il va découvrir qu'en fait, oui, c'est un super producteur de caca, mais en fait, c'est que les déjections, dans le fond, du ver de terre, c'est quelque chose qui fait en sorte que nos sols sont nourris et que les choses poussent. Donc, ça nous permet de vivre. Donc, voilà. C'est super drôle. C'est présenté vraiment comme, vous pouvez voir avec la couverture, comme un peu une épopée circassienne avec un monsieur loyal au micro. Et puis, ben, en même temps, c'est super informatif. Donc, j'ai trouvé ça le fun. Il y a eu pas mal de documentaires sur les vers de terre quand même. Elise Gravel, entre autres. Puis un autre que je vais vous mettre qui était, je crois, une autrice italienne qui était bien complet et qui était bien rigolo aussi. Mais là, dans le fond, l'accent est mis sur, oui, les informations qui sont liées aux vers de terre, mais surtout sur le fait de la recherche scientifique que Darwin a faite envers et un peu contre tous. Donc, c'est à la fois biographique, mais ça donne aussi un point de vue de la démarche scientifique. Puis, dans son cas, en fait, sa détermination a fait en sorte qu'on est plus conscient maintenant que ce ver de terre-là est un peu une des raisons, entre autres, pourquoi on est capable de manger. Donc, ben voilà. Donc, très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un documentaire fort sympathique. Puis, je pense que ça vaut la peine de le mettre pas mal entre toutes les mains. Ensuite, j'ai lu le plus récent... Excusez, j'ai vraiment un chat dans la gorge. J'ai lu le plus récent album de Marianne Ferrer, donc que j'aime beaucoup, qui est une autrice-illustratrice. Ben, elle avait, dans certains cas, seulement les illustrations. Donc, elle est d'abord illustratrice, mais là, depuis récemment, elle fait également les textes de ses livres. Et donc là, c'est toujours chez Monsieur Ed, je pense, aux éditions Monsieur Ed, et c'est Jour d'orage.
Dans le fond, c'est un jour d'orage, sans surprise, et on voit Hibou, qui aime beaucoup voler, mais évidemment, quand il y a un orage, c'est sûr qu'il se risque pas trop. Et là, il va essayer de s'abriter, puis c'est vraiment un gros orage, il y a des super gros éclairs. Puis à un moment donné, il va se retourner, puis il va voir, après un gros éclair, une espèce de bête qui ressemble un peu à un chien, mais qui est comme lumineuse, en fin de compte. Puis là, ben, étant donné qu'il pleut vraiment beaucoup, tu sais, la bête a l'air un peu comme perdue, fait qu'il l'invite dans sa maison. Puis bien vite, il n'y aura plus d'électricité parce qu'il y a un orage et il va se rendre compte qu'en fait, la bête est vraiment électrique parce que quand il essaye de lui toucher, ben, il y a des chocs électriques. Puis moi, je pensais que c'était un chien, mais ici, dans la description, on dit que c'est une bête lumineuse. En tout cas, ça ressemble à un chien. Et dans le fond, cette bête-là va réussir à lui fournir de l'électricité et ils vont développer une amitié. Et au fur et à mesure de l'album, on va finir par comprendre, on s'en doute un peu quand même, que cette bête-là, en fait, appartient pas à la Terre, mais qu'en fait, c'est une bête lumineuse parce que elle est là quand elle appartient au ciel, elle appartient aux éclairs et aux tonnerres. Et donc, évidemment, il va falloir qu'elle quitte son nouvel ami impromptu éventuellement lors du prochain orage. Mais bien entendu que pour Marianne Ferrer, ce qui est intéressant, l'historiette, je l'ai trouvée sympathique. Je l'ai trouvée un peu légère, mais c'est correct parce qu'en fait, je lis absolument les Marianne Ferrer pour les illustrations. La narration visuelle est toujours super intéressante. Il y a des vraiment belles compositions d'images, des belles prises de vue. Puis c'est quand même une chouette idée de faire en sorte qu'il y a une amitié qui se développe entre deux personnes, dont une personne, ben les deux se connaissent pas vraiment, les deux sont vraiment différents, puis n'ont pas nécessairement les mêmes repères, puis finalement, ils deviennent amis. Puis ça se passe évidemment avec un dialogue, on comprend juste ce que le hibou dit avec des phylactères, mais la bête se fait comprendre autrement parce qu'évidemment, elle ne parle pas le même langage, mais c'est pas parce qu'elle ne parle pas le même langage qu'ils ne sont pas capables de communiquer et de développer une certaine relation, une certaine interrelation. Donc voilà, donc j'ai bien aimé ça. C'est surtout, comme je vous dis, je me suis laissée porter par le visuel. Fait que je pense que c'est intéressant peut-être pour les enfants à feuilleter. J'ai l'impression, c'est quand même une longue histoire. Je pense que ça fait 72 pages. Oui, 72 pages. C'est une longue histoire dans le sens qu'il y a énormément de pages, mais le texte n'est pas si conséquent que ça. Par contre, ça prend quand même une certaine patience. Donc, peut-être que pour les tout petits, ça pourrait moins fonctionner. En même temps, c'est quand même intriguant le côté, cette bête lumineuse-là, qu'est-ce que c'est? Voyez-vous, moi, j'avais vu comme si c'était un chien. Puis là, je réalise que c'est pas comme ça que c'était identifié. Donc, je me dis que c'est un bel album aussi pour interagir avec les enfants. Puis peut-être leur demander comment ils voient ça. Puis est-ce que ça se peut qu'il y ait une bête qui vienne du ciel? Puis donc, voilà. Donc, j'ai trouvé ça doux. Les teintes sont très, évidemment, on est dans le temps d'un orage, donc on est dans des dégradés de gris, noir, mais il y a comme un accent, justement, avec les fameuses bottes jaunes du hibou qui sont intéressants. Donc, c'est plus, pour moi, ça a été vraiment un plaisir pour les yeux, une douceur, puis une histoire douce. C'est pas, ça réinvente pas la roue, mais une histoire très douce, puis ça vaut le coup là, de la découvrir. Ensuite, j'ai décidé de découvrir également le plus récent livre de Caroline Dawson, qui est une autrice québécoise qu'on a connue pour, entre autres, Là où je me terre. Et, mais là, elle se lance dans les albums jeunesse, donc j'étais bien curieuse. Donc, c'est Caroline Dawson et c'est illustré par Maureen Poignonnec. J'ai de la misère toujours à dire son nom. Et c'est aux éditions de La Bagueule. Donc, c'est Partir de loin. Et ben écoutez, dans le fond, pour ceux qui ont lu Là où je me terre, ça m'apparaît comme étant une adaptation pour les tout petits, en fait, de Là où je me terre, mais évidemment avec vraiment un regard qui est bienveillant et plein d'espoir. Donc, on va regarder l'héroïne principale qui s'appelle Caroline. Donc, j'imagine que l'autrice s'identifie à ce personnage principal-là, qui dit à ses enfants, prépare les bagages et tout, on va partir en avion, puis tout ça. Puis les enfants sont comme, ah, mais là, on n'a jamais pris l'avion. Toi, c'est quand la dernière fois que tu as pris l'avion? Puis dans le fond, c'est une excuse pour qu'elle leur raconte quand elle est venue au Canada pour la première fois, qu'est-ce qui s'est passé, ses débuts, les déménagements qu'il y avait, le fait qu'elle avait à se réadapter et tout. Puis que maintenant, dans le fond, pour elle, avant, c'est ça, l'avion, ça voulait dire ça. Puis maintenant, dans le fond, ça va bien. Puis elle est désormais capable de prendre l'avion. Puis elle se sent bien dans son nouveau pays, dans le fond, d'adoption. Donc, c'est tout sympathique, tout doux. Pour avoir lu Là où je me terre, le côté
sombre un peu de l'immigration est pas abordé du tout, puis c'est bien correct. J'ai bien aimé les représentations de l'illustratrice de la petite Caroline qu'on voit. Puis c'est une super porte d'entrée, dans le fond, dans l'immigration. C'est super lumineux, c'est positif. C'est pas nécessairement édulcoré parce que, tu sais, elle évoque quand même que c'était pas facile pour elle, puis qu'ils ont déménagé beaucoup, puis il fallait qu'elle change d'amis, puis qu'au début, elle parlait pas français, puis ses parents non plus, puis des fois, il fallait qu'elle traduise pour ses parents parce qu'elle avait appris le français plus vite, puis que c'était un peu bizarre pour elle parce qu'on la voit entre autres alors que c'est une rencontre parents-enseignants. Puis c'est l'enseignant qui veut dire aux parents qu'elle-même a fait quelque chose de pas correct dans la classe, puis c'est elle qui auto-traduit ça, donc c'est toujours une drôle de situation. Donc c'est tout plein de petits exemples concrets, puis je trouve que justement le dosage est bon entre quelque chose de positif, de lumineux, mais pas ça n'a pas banalisé dans le fond les moments d'adaptation qu'elle a dû vivre. Donc, très belle découverte. Je trouve ça vraiment... je trouve que ça passe bien, entre guillemets, du roman à l'album. C'est pas nécessairement... c'est pas annoncé comme étant une adaptation de Là où je me terre, mais comme j'ai lu le roman Récit de vie, je me doute que ça a dû être parti quand même de là. Mais pour que, mettons, un enfant ou quelqu'un qui n'aurait jamais lu Caroline Dawson, c'est une histoire qui se tient bien. C'est pas nécessairement une histoire à laquelle on fait référence au roman. Donc, évidemment, pour les enfants, tout va bien. Ils vont seulement voir une maman avec des enfants qui vont prendre l'avion puis qui leur raconte son arrivée au pays, puis comment elle a vécu ça, justement, de changer de pays et tout ça. Donc, fort bien. Très bonne lecture. Puis je trouve que puis quand même un bon tour de force parce que c'est un album cette fois-ci comparé à celui de Marianne Ferrer qui fait 72 pages. Lui, il fait 32 pages, donc c'est vraiment le format standard d'un album jeunesse. Donc, un beau défi d'avoir réussi à faire rentrer tout ça sans qu'on ait l'impression que c'est comme de l'énumération de moments. Je trouve que les bribes de souvenirs qui ont été choisis pour être placés là, c'est comme les bons, on comprend bien le contexte, puis c'est comme suffisamment détaillé pour qu'on comprenne bien puis qu'on ressente un peu qu'est-ce que le personnage principal a pu vivre, mais en même temps pas trop approfondi pour qu'on se perde dans les méandres un peu puis ça a l'air comme plus d'une accumulation de souvenirs. Fait que voilà pour partir de loin de Caroline Dawson. Et enfin, j'ai lu vraiment un opuscule complètement original. Et je connaissais ni l'éditeur, ni l'autrice. Et ça, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais dans le fond, ça s'appelle L'art de ne pas lire de Elisa Sartori et c'est aux éditions Cote Édition. Et c'est un genre un essai peut-être, je sais pas. C'est une prise de parole sur la lecture. C'est drôle parce que c'est une prise de parole sur la lecture, mais en fait, c'est une prise de parole contre la lecture, entre guillemets, mais pas négative. C'est simplement qu'en fait, on comprend que l'autrice, elle dit elle-même qu'elle était dyslexique. Fait que son rapport à la lecture et au livre, c'est quelque chose qui la traumatisait parce que c'était tellement quelque chose de compliqué pour elle parce qu'elle avait cette problématique-là qui était vraiment une problématique réelle puis qui l'empêchait de bien décoder, dans le fond, quand elle lisait. Puis elle va nous faire passer par tout le côté quand on est plus jeune, puis qu'on reçoit souvent des livres en cadeau, puis les gens veulent faire des suivis avec ça, puis savoir est-ce que tu l'as lu, est-ce que tu l'as aimé. Puis comment toute jeune, elle a appris à mentir poliment. Puis ce que je trouve bien, c'est qu'il y a le moment où elle va un peu nous mettre en contexte. C'est toujours un peu sous forme de... C'est pas un poème, mais ça, c'est comme sur des doubles pages. Tu sais, c'est toujours un concept par double page, donc un peu de texte, un peu d'illustration. Donc, elle va nous mettre en contexte plus sur qu'est-ce qu'elle a vécu quand elle était plus jeune. Puis, à la fin, il y a une espèce de petit twist qui est qu'est-ce qu'elle fait maintenant, aujourd'hui, de ces livres-là qu'elle ne lit pas. Et puis, elle nous donne plein d'idées créatives pour utiliser les livres. Donc, j'ai trouvé ça chouette, c'est intéressant, c'est rafraîchissant. Moi, je suis une grande lectrice, mais je sais que c'est une chance que j'ai eu à la fois aimer lire et avoir l'aisance de lire, avoir facilement eu une aisance pour lire, parce que cette personne-là, elle dit pas qu'elle est nécessairement, elle aime pas lire, c'est juste que ça a tellement été complexe pour elle, cette autrice-là, de lire, que ben, c'est sûr que dans ce temps-là, ça teinte un petit peu quand même peut-être l'intérêt que tu peux avoir pour cette activité-là ou cette passion-là. Donc, je trouvais ça intéressant justement que c'est vraiment un point de vue qu'on ne voit pas souvent, peut-être moins socialement accepté, mais en même temps, je trouvais ça cool d'avoir une autre perspective parce que c'est vrai que dans le fond,
C'est sûr qu'avec une réalité comme ça, la perception de la lecture change du tout au tout. Puis j'aurais juste souhaité pour elle qu'elle rencontre peut-être un Daniel Pénac dans sa vie qui aurait pu lui lire à voix haute, mais elle a peut-être eu l'opportunité de se faire lire à voix haute aussi des livres. Puis maintenant, avec les livres audio, ça a dû quand même aider. Mais à l'époque, c'était pas si courant que ça, j'imagine. Donc, super bel opuscule, un ovni complètement. C'est une petite plaquette de rien du tout. Je pense que j'aurais tendance à le diffuser autant, dans le fond, que je peux des fois parler de comme un roman de Daniel Pénac. Parce que je pense que la lecture, c'est autant, ben c'est comme dans les 10 droits du lecteur, mais c'est aussi, on a le droit de ne pas lire. Puis elle, justement, elle se donne ce droit-là, peu importe ses raisons. Je trouverais ça cool de toujours donner un comme un roman et l'art de ne pas lire en parallèle. Donc, j'ai trouvé ça vraiment... Ça, c'est un petit coup de cœur impromptu que j'ai eu, dans le fond, dans ma journée. Donc, voilà, pour ma foison de lecture pendant l'heure du dîner. Et j'ai reçu également un petit colis de France. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Ouais, dans le fond, c'est Once Upon a Book. C'est... Oh, j'ai pas fait le focus. Once Upon a Book, ils font absolument des box littéraires, des boîtes livresques. J'ai déjà été abonnée avec eux, mais je ne pouvais pas maintenir les abonnements. Là, j'ai décidé de me lancer dans un autre truc. Ils font aussi ce qu'ils appellent un challenge littéraire. Donc, à chaque mois, ils vont choisir un livre. C'est des formats poche avec, je pense, qu'un petit goodies, peut-être un signet. Puis là, moi, comme je suis à l'international, je pense qu'ils ne mettent même pas de petits goodies qui se mangent parce que, bon, ça ne tient pas et tout. Puis c'est comme à un prix super abordable. Ça permet quand même de faire une découverte. Puis absolument, c'est une sortie poche, en format poche qui est assez récente. Puis tu peux pas savoir ce que c'est. Ils donnent des indices, mais tu sais pas ce que c'est. Donc, j'ai pris la chance, ça me tentait. Fait que je vais sans doute le maintenir, on va voir. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Donc, je me souviens pas c'était quoi les indices, mais c'est toujours tout cute. Donc, voilà. Le challenge roman qui appelle ça. Il y a le challenge roman puis le challenge manga. Donc, je vais ouvrir ça. J'espère que c'est pas un roman que j'ai déjà lu en grand format, mais on va voir. On va bien voir. Alors. Non, non, pas du tout. Bon, ben, écoutez. Ah, puis j'ai quand même des petits trucs, donc c'est pas mal quand même. Intéressant. Oups. Il y a des choses qui sont tombées. OK. Alors, tout d'abord, oups, il y a eu un signet aussi, mais il est un petit peu morflé dans l'envoi, mais ça va. Alors, j'ai quand même eu droit à des petites choses là, qui se mangent. Je sais pas ce que c'est. C'est des... Moi, je connais pas, mais c'est des chocolats de la chocolaterie Mondana. Donc, des Krusty Cookies et Krusty Neige. Donc, je vais mettre ça... Je sais pas si ça va focusser, parce que ma face est là. Voilà. Ensuite, j'ai eu deux petits thés. C'est des tisanes digestion. C'est bien. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans. Je verrai qu'est-ce que c'est dedans. Je pense que c'est... Ouais, je regarderai. Mais bref, tisane digestion, c'est les infusions et jardins de Gaïa. Donc, voilà. Et le fameux signet, qui est le signet de ce mois-ci, qui semble être quelque chose d'un peu plus aventure, sombre. Voilà. Et le fameux livre, que je connais pas du tout, mais je pense que c'est comme un genre de roman feel-good. Alors, c'est Beth O'Leary, À moi la nuit, toi le jour. Donc, ça dit d'un côté, Tiffany et Léon partagent un appartement et un lit. De l'autre côté, Tiffany et Léon ne se sont jamais rencontrés. Contexte intéressant. Alors, c'est parti pour la 4e. Tiffany Moore cherche désespérément un logement bon marché à Londres. Léon Toubomé travaille de nuit et a absolument besoin d'argent. Au grand mot, les grands remèdes, pourquoi ne pas tout simplement partager un appartement même s'ils ne se connaissent pas? Il suffit que Léon occupe le studio le jour de 9h à 18h et Tiffany le reste du temps. Entre les amis persuadés qu'ils sont complètement fous, les ex envahissants, les clients exigeants, un frère emprisonné à tort et bien sûr le fait qu'ils ne se sont jamais rencontrés, les deux colocataires découvrent que pour avoir un foyer harmonieux, il vaut mieux ne pas s'en tenir aux règles et suivre son cœur. Fait que je trouvais ça, c'est très mignon, c'est drôle, je me souviens vraiment pas c'est quoi les mots-clés. Puis absolument, vous savez, là, c'est sûr que c'est une traduction, puis ça va m'arriver potentiellement parce que c'est des sorties en livre de poche en Europe. Et en anglais, c'est The Flat Share. Donc, je vais quand même l'essayer en français, voir si ça me dérange pas trop la traduction.
Mais quand même, c'est une bonne petite brique. Puis en plus, c'est une autrice, fait que je pourrais peut-être voir si jamais ça me tente, j'ai goût quelque chose d'un petit peu plus léger. D'ici la fin du mois de mars, je pourrais potentiellement le découvrir. Alors, ben voilà, pourquoi pas. C'est parti. Donc, le petit truc, je ferais censé en recevoir à chaque mois. Je vais voir si je le maintiens ou pas. Mais pour le prochain, je pense que c'est un petit peu plus léger. Puis j'ai une petite idée potentiellement. Donc, je vais me cacher la face pour que vous voyez. Voilà. Donc, j'ai une petite idée pour le mois prochain. Qu'est-ce que ça peut potentiellement être. Mais on verra bien si j'ai raison. Alors, sur ce, ben voilà. Je vais retourner à ma petite soirée. Puis, ben, nous, on se reprend dès que je peux. Et bonjour, allez écoutez, je vous prends rapidement parce que j'ai commencé à faire le montage du vlog hier et je me rends compte que je suis, en raison du moment important que j'ai passé sur ma première lecture parce qu'il y avait des sujets importants dont il fallait discuter correctement et de plusieurs beaux calls, mon vlog est un peu comme dans l'ordre d'un long métrage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite terminer le vlog ici parce que sinon, ça va être quelque chose déjà. Si vous vous rendez à la fin de celui-là, vous êtes vraiment bon. Alors, ben, j'espère que la semaine vous a plu. Vous avez droit ici à mon chat qui s'invite dans le vlog pour vous dire au revoir. J'espère que cette fameuse lecture coup de poing-là vous a inspiré et que la brassée d'albums donné des petites idées pour vos prochaines découvertes, peut-être en bibliothèque. Alors, d'ici à ce qu'on revoit, je vous souhaite des superbes lectures. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si ça vous plaît. Un petit pouce en l'air, un abonnement ou un partage. Puis nous, on va se dire tout de suite à la prochaine. Sans tarder, je commence dès maintenant le prochain vlog, ne vous inquiétez pas. Allez, à la prochaine!